Salut à toi chers passagers, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au musée Delta à Tismons pour te présenter ce magnifique Concorde qu'on a la chance de voir en exclusivité, parce qu'il n'y en a que 20 au monde, donc pas la peine d'attacher ta ceinture, voilà, puisqu'ici il n'y aura pas de... En quoi qu'on peut peut-être le faire décoller en vrai, hein. Ouais, 4 réacteurs, ouais... Ça le fait. Avant, pour se déplacer, on utilisait des avions type McDonnell Douglas DC-9, on utilisait des Boeing 747 ou des Airbus A300. Et puis finalement, des gens se sont dit bah, ce serait cool si on pouvait se déplacer encore plus rapidement. Et bah du coup, ils ont fait ça. Un avion qui vole à 2200 km/h, qui peut rejoindre Paris à Washington en 3h33 et qui permet de dépasser au passage des Boeing 747. On y viendra juste après. Les Français et les Anglais dans l'histoire, ça a toujours été un petit peu la petite bataille. Puis ensuite, ils se sont dit bah tiens, on va faire un truc ensemble. Et puis bah, ils ont fait le Concorde. L'entreprise française Sud Aviation, devenue par la suite Aérospatiale, et l'entreprise anglaise British Aircraft Corporation se sont dit bah tiens, on va faire l'avion le plus rapide du monde. Et bah du coup, elles ont fait ça. Tu sais que ça pèse 44 tonnes, ça. 44. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est plus lourd que mes blagues. Allez, on va filmer là maintenant. Et c'est le 2 mars. Ah bah tu m'as dit parle plus fort. Et c'est le 2 mars 1969 que débutent les vols d'essai avec cet avion, avec quand même 5 personnes à bord juste pour piloter l'avion, avec évidemment 2 pilotes, un copilote. À savoir que en fait sur les vols d'essai comme ça, il n'y a pas vraiment de notion de commandant de bord, de copilote, voilà, tout le monde est un petit peu au même niveau. Les mécaniciens navigants, les ingénieurs de vol également. C'était l'époque où il y avait encore des mécaniciens navigants dans les avions. Ça date quand même de 1969. Et puis c'est le 21 janvier 1976 que le Concorde décolle pour la première fois avec des passagers à bord lors d'un vol inaugural et qu'il devient l'avion le plus rapide du monde transportant des passagers. Parce qu'autrefois, oui, le Concorde était bien évidemment l'avion le plus rapide du monde, enfin l'avion commercial le plus rapide du monde, mais qui ne transportait pas de passagers avec le 01, avec le 02, avec le 001, le 002, puis le 201 et le 202 qui ne transportaient eux pas de passagers. Il y a eu 20 Concorde et il y a eu seulement 14 modèles de vendus à des fins commerciales et il y a eu quand même 6 modèles pour faire des essais. Parce que tu transportes pas les gens à plus de 2000 km/h là-dedans. Putain, ces trains d'atterrissage quand même. Ah oui, faut qu'on aille sous une aile, tiens. Ils ont marqué danger là. Parce que en fait, quand tu vois la taille des réacteurs, ça doit faire à peu près... je ne sais pas combien ça fait. Attends, tiens, on va mesurer un réacteur. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ouais, un réacteur en fait fait à peu près 10 mètres de long. Donc, c'est-à-dire que si tu rentres dedans, concrètement, t'es mort en fait, voilà. Genre tu vois, quand t'avais ça, tu voyais, danger. Mais genre, ok, mais en fait, t'as 4 réacteurs, genre 2 de chaque côté. Tu rentres pas dedans. Mais t'imagines, en vrai, hey, t'es le passager qui va embarquer, ok? T'es là, t'es sur l'aéroport, en vrai, tu peux monter dedans, hein, facile. Bon, après, par contre, tu meurs. Et le Concorde, il se caractérise par ses ailes Delta, ses 4 réacteurs, bon, on le verra, hein. On ira dans le cockpit tout à l'heure, vous verrez, mais il est très spécial, surtout avec sa fiche technique qui lui permet de voler entre 16 000 et 18 000 mètres d'altitude. Bon, d'habitude, avec un avion classique, tu montes à 11 000 mètres, 11 500. Mais bon, avant toute chose, quand même, vous savez que le Concorde, c'est l'avion civil le plus rapide du monde, jusqu'à 2200 km/h. D'ailleurs, le Concorde, on ne l'entend plus depuis le 26 novembre 2003. Et oui, Air France a décidé de l'arrêter ainsi que les autres compagnies, malheureusement. Mais avant le crash qui a un petit peu précipité quand même sa fin, l'avion avait quand même fait des prouesses. Je vous propose qu'on monte voir ça là-haut. Le Concorde a réussi une course contre un Boeing 747. Alors comment on fait pour ça? Bon bah tout simplement on fait partir un Concorde de l'aéroport de Boston, on fait partir un Boeing 747 en même temps de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Ensuite on refait partir, donc on fait arriver le Concorde à Paris-Charles de Gaulle, et puis on le refait partir. Quand même 20 petites minutes d'attente suite à un passager qu'on n'avait pas trouvé. Bon bah du coup, tant pis pour le passager, hein. Du coup il a loupé son Concorde. Et puis du coup, j'ai failli me casser la gueule. Et donc du coup ensuite le Concorde arrive à peu près 12 minutes avant le Boeing 747. Le Concorde a eu le temps de faire Boston-Paris puis Paris-Boston, alors que dans le même temps le 747 n'a fait que Paris-Boston. L'avion ne pouvait pas atterrir à New York tout simplement parce qu'il était trop bruyant, il dépassait les 112 décibels autorisés par l'aéroport. Donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi la ville de Boston au passage. Bon, je vous propose d'embarquer à bord de ce Concorde. Comment ça s'ouvre? Ah. Bon bah je vous propose d'embarquer à bord du Concorde. Allez, c'est parti. Bon, là on est en train de prendre la vitesse, ce qui me laisse le temps de vous expliquer comment fonctionnent les moteurs. Parce que alors d'habitude, bon, un turboréacteur ou turbopropulseur, ça fonctionne d'une manière assez connue sur tous les avions. Mais là c'est un petit peu différent. On a tout d'abord une arrivée d'air, ensuite on a le moteur et ensuite on a ce qui s'appelle la tuyère. La tuyère, c'est la dernière partie du moteur, celle qui évacue les gaz d'échappement et qui permet au passage de transformer l'énergie thermique en énergie cinétique pour donner plus de puissance à l'avion pour qu'il aille encore plus vite.
On va un petit peu plus vite là déjà, c'est pas mal. En plus de ça, le Concorde avait la post-combustion, c'est-à-dire qu'on injecte du carburant dans la tuyère, donc là où s'échappent les gaz d'échappement, ce qui permet de rajouter encore plus de puissance à l'avion, de lui donner jusqu'à 20% de puissance supplémentaire. Wow. C'est le seul avion civil au monde à faire ça, avec le Tupolev 144 qui était également un avion supersonique, mais le Concorde était vraiment le premier avion à disposer de la post-combustion, ce qui permettait d'avoir une poussée quand même de 20 tonnes par réacteur au décollage. Bon, il y avait aussi une consommation qui allait avec. Là, ça y est, la post-combustion vient de s'arrêter. L'avion maintenant vole normalement sans cette technologie et on va tranquillement vers les 50 000 pieds. Et l'avion, parce que vu la vitesse à laquelle il volait, se retrouvait souvent en fin de croisière à 60 000 pieds. Tout simplement parce que l'avion volait en fait de manière droite, alors que la Terre, on le sait tous, est arrondie. Donc le Concorde, ça arrivait parfois qu'il se retrouvait à 60 000 pieds, ce qui avait pour effet de rendre un petit peu plus long le temps de descente. Quand on arrive, on est à 60 000 pieds à peu près, il suffit de sortir les deux aérofreins pour qu'en 17 minutes, l'avion fasse sa descente. Pour information, on est à 60 000 pieds, la majorité des avions volent entre 30 et 36 000 pieds pour un Boeing 747, pour un A330, un A350, un Boeing 767, tout ce que vous voulez. Un avion de ligne classique, là le Concorde c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après il existe des avions militaires qui peuvent voler encore plus haut, mais on fait pas ça avec une utilisation civile, tout simplement parce qu'après on a quasiment plus d'air. Hein. C'est déjà que quand on est à 10 000 mètres, soit environ 35 000 pieds, on a quasiment plus d'air respirable, mais alors plus on monte, moins il y a d'oxygène. Bon, alors quand on parle du Concorde, certes, il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont vendus, mais on ne peut pas non plus parler d'un échec commercial. C'est vrai qu'il y a eu 14 avions qui sont vendus sur les 20, puisque tout simplement, on a vu tout à l'heure, il y avait les 6 avions de test, d'essai, mais le Concorde, c'était quand même un avion spécifique. Il faut quand même l'argent pour se l'acheter, il faut quand même l'intérêt de l'avion sur certains trajets, sur certaines distances. Et puis aussi, c'est un avion qui était exceptionnel. Bon, bah déjà par sa vitesse, déjà par sa taille, par son aile delta, et aussi par ses prix des billets. Bon, sur un Paris-New York, compte à peu près 6 000 € l'aller et à peu près 8 200 € l'aller-retour. Voilà, c'est une information qui était notée sur le site du musée Delta, donc avec la conversion en euros, la conversion en francs aussi, parce qu'il faut savoir que du moment du vol du Concorde, pendant la majorité de sa vie, eh ben l'argent était en francs. Du coup, si on veut convertir en francs, ça fait à peu près un équivalent de 39 000 francs. Voilà. La deuxième raison qui explique pourquoi le Concorde n'a pas été commandé dans beaucoup d'exemplaires et pourquoi il est exceptionnel, c'est que qui dit vitesse exceptionnelle dit forcément aussi consommation exceptionnelle. Environ 17 litres au 100 km par passager. Alors, il y a une petite excuse parce qu'on pouvait mettre qu'une centaine de personnes à l'intérieur. Mais un avion moderne, type Boeing 777 à 350, à 320, c'est à peu près entre 3 et 4 litres au 100 par passager, ce qui est quand même beaucoup moins, et ce qui permet de consommer moins de carburant et donc forcément de coûter moins cher. Bon, alors avec un prix du billet si cher, oui, ok, bon, ça fait vraiment cher. Mais il faut dire que le Concorde inspire quand même le luxe et puis la vitesse. Et puis le Concorde n'est pas fait pour partir en vacances à Miami avec ses enfants. Le Concorde est plutôt fait pour l'homme d'affaires qui part de Paris vers 10h, 11h du matin, qui arrive à New York, qui va à Wall Street, qui va faire ses affaires, qui va travailler, et puis qui repart le soir vers 19h, 20h de New York, et puis qui arrive en pleine nuit à Paris. Il n'a pas besoin de passer une nuit d'hôtel à New York, il n'a pas besoin de dormir sur place, de passer une nuit, voire 2 nuits, il n'a pas 8 heures de trajet. Là, en seulement 3h30 avec Concorde, c'est fait. Donc du coup, ça permet de faire vraiment le vol dans la journée. T'as fait quoi aujourd'hui? Bon, je suis allé à New York ce matin, ok. Puis je suis rentré ce soir parce que c'est bon, j'avais fait ce que j'avais à faire, t'as fini ta journée. Dis-toi quand même qu'il y a des gens dans les transports en commun parisiens, ils sont moins rapides que ça quand même. Dans le métro et tout, il passe des heures et tout, puis là, t'arrives, un coup d'avion, hop, c'est bon, c'est génial. Le Concorde, c'est environ une centaine de passagers, une puissance maximale d'environ 300 000 chevaux. C'est un petit peu plus puissant quand même que ta Clio 90 chevaux, surtout que ta Clio déjà n'a rien à faire sur une piste de décollage, et qu'ensuite elle ne décollera pas. C'est une poussée totale également de 677 kN. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 380, c'est 1240 kN. Sauf que, si les deux ont 4 réacteurs, la 380 fait quand même 560 tonnes au décollage à plein, et le Concorde n'en fait que 185. Donc ce qui fait un avion 3 fois plus léger et juste 2 fois moins puissant. Le rapport poids-puissance est meilleur que celui de la 380. Bon, alors un décollage sur le Concorde, comment ça se passe? Donc, on claque ça à fond. Ensuite, on allume la post-combustion.
c'est parti. V1 à 148 nœuds, 195 nœuds, rotation. Pour apporter plus de précision sur l'appareil que l'on vous présente, ce Concorde-là, il y a eu plusieurs appareils d'essai justement pour faire les essais, en toute logique, avant de faire voler les vols commerciaux. Il y en a eu 6. L'appareil que l'on vous présente, c'est le 02. Il y a eu donc dans les 6 Concorde 2 avions d'essai, 2 avions de pré-série et ensuite 2 avions de certification. Ici, on est dans le vol 02, donc, qui est l'avion d'essai le plus abouti. C'est celui qui a fait son premier vol le 10 janvier 1973 à Toulouse. Il s'est posé entre autres à Dallas, au Texas, le 20 septembre 1973. Ah, il voyage plus que moi. Puis l'avion rentre en Europe avec un voyage Washington-Orly. On est d'ailleurs juste à côté d'Orly. C'est d'ailleurs un des premiers vols commerciaux avec 32 passagers invités à son bord le 26 septembre 1973. Il effectue son vol en 3h33 très exactement. Si vous vous intéressez un peu à l'aviation, vous avez dû voir le Falcon 10X, le tout nouveau jet avec des écrans de partout. Ici, c'est à l'ancienne, on était dans les années 70 quand cet avion a été conçu. Donc c'est des petits boutons, des cadrans analogiques partout exactement. Des boutons partout ici encore une fois. Petit truc ici, là, la petite étiquette de vol de Yves Pingré qui a fait le tout premier vol avec le Concorde, avec ce Concorde-là, et l'avant-dernier, et donc du coup qui l'a gardé pendant toute sa carrière de pilote, qui a fait 158 vols sur ce Concorde, et qui a gardé l'étiquette et qui l'a ensuite offerte au musée Delta ici, donc merci à Yves Pingré s'il regarde la vidéo. Après 313 vols d'essai, le 29 janvier 1976, ce modèle entre en exposition à Orly. Le Sierra Alpha réalise son 314e vol, et dernier d'ailleurs, entre Toulouse et Paris-Orly, et il ne doit plus voler. Il est donc désarmé, les moteurs et d'autres pièces sont récupérés, et le Concorde 02 est voué à une triste fin, la destruction. Mais entre-temps, le musée Delta d'Atis-Mons le récupère et lui donne une nouvelle vie, en le remettant régulièrement en état afin de le rapprocher au maximum des appareils de série commerciaux. On peut le voir ici, là où on avait un gros vide avant, maintenant, hop, on a plein de petits compteurs qui viennent se mettre. On peut le voir également ici, et le musée essaye par exemple de récupérer des pièces. Par exemple, cette pièce juste ici qui a été donnée par les Anglais au musée pour ce Concorde. Tous les instruments ici qui s'allument ont été donnés également par les Anglais au musée d'Atis-Mons, ce que vous pouvez voir juste ici. Juste ici se trouvent toutes les informations sur les réservoirs de carburant de l'avion, avec 13 réservoirs de carburant, mais on peut le voir juste au-dessus, avec un réservoir carburant 5A, et 7A. Oui, pas de chiffre 13 dans les avions. Et tous ces éclairages concernent donc le circuit électrique. Alors, quand ça s'allume en bleu, c'est que bon, ça va. Quand ça s'allume en orange, c'est que c'est pas forcément très bon signe. Et quand ça s'allume en rouge, c'est que c'est la merde, tout simplement. Voilà, chers passagers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci où on vous fait découvrir des avions de ligne, essentiellement, mais peut-être aussi d'autres avions. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous précise aussi que je ne suis pas commandant de bord, je ne suis pas pilote de ligne, je n'ai pas de licence d'aviation, je suis juste un passionné qui aime vous partager sa passion.